pas d'avocat? Me demanda le juge. Elle n'en a pas les moyens, rit mon frère. Papa hocha la tête fièrement. J'enlevai mon manteau. Puis je demandai à leur avocat, qui a signé votre habilitation de sécurité? La salle d'audience se tut. Pas d'avocat, me demanda le juge. La salle d'audience sentait le vieux papier, le café brûlé et le polish. C'était l'une de ces salles de tribunal de province qui n'avaient pas beaucoup changé depuis les années 1980. Des bancs en bois marron, des néons bourdonnants, un vieux drapeau tricolore se tenant à côté du banc du juge. Mon jeune frère, Damien, se pencha en arrière sur sa chaise et rit assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle n'en a pas les moyens. Quelques personnes dans la galerie sourirent. Mon père hocha fièrement la tête à côté de lui comme si Damien venait de dire quelque chose de malin. Je me tenais seul à la table de la défense, vêtu d'un vieux manteau beige que j'avais acheté il y a des années à Brest après le décès de mon mari. Je sentais tous les regards dans cette pièce m'étudier, me juger. Une veuve de 63 ans avec des mèches grises dans les cheveux et sans avocat. Une cible facile. Le juge ajusta ses lunettes et me regarda à nouveau. Madame, il s'agit d'une procédure civile sérieuse impliquant des allégations de fraude successorale. Êtes-vous certaine de vouloir vous représenter vous-même? Damien ricana à voix basse. Elle a toujours été têtue. Je regardai mon frère un long moment. C'est amusant de voir comment l'âge change les visages mais pas les caractères. Damien avait 58 ans maintenant. Ses cheveux étaient plus fins, son ventre plus lourd, mais le petit sourire suffisant qu'il affichait quand nous étions enfants était toujours là. Le même sourire qu'il affichait après m'avoir accusé d'avoir cassé la radio de pêche de papa alors qu'il l'avait fait lui-même. Le même sourire qu'il affichait après avoir volé de l'argent dans le sac à main de maman au lycée. Le même sourire qu'il affichait maintenant. J'ôtai lentement mon manteau et le pliai soigneusement sur la table. Puis je regardai directement leur avocat. Qui a signé votre habilitation de sécurité? La salle d'audience se tut. Pas silencieuse. Muette. Leur avocat retint son souffle pendant une seconde. La couleur de son visage s'évanouit si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Le juge le remarqua immédiatement. Maître Dubois? Demanda-t-il prudemment. Damien avait l'air confus. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Il rit. Mais son avocat ne riait plus. Il me regarda avec la même expression exacte que j'avais vue il y a des années sur de jeunes officiers de marine lorsqu'ils ouvraient accidentellement le mauvais dossier classifié. Peur mêlée de reconnaissance. Je m'assis calmement et pour la première fois ce matin-là, personne dans cette salle d'audience ne me regarda comme une vieille femme impuissante, pas même mon père. 3 mois plus tôt, je me tenais dans ma cuisine, donnant sur la rade de Toulon, lorsque les papiers du procès arrivèrent. La pluie frappait les fenêtres cet après-midi-là. Le genre de pluie lente de Provence qui s'insinue dans les os. Je me souviens avoir fait chauffer de la soupe de légumes sur la cuisinière lorsque le facteur frappa. Enveloppe recommandée. Sceau du département. À l'intérieur se trouvait une assignation en justice déposée par mon propre frère m'accusant d'avoir manipulé notre défunte mère pour qu'elle change son testament alors qu'elle souffrait de démence. J'ai dû lire les papiers 6 fois. Mes mains n'ont même pas tremblé au début. Cela est venu plus tard. Après 40 ans passés à travailler sur des enquêtes militaires, on apprend à rester calme pendant un choc. Votre corps retarde la réaction jusqu'à ce qu'il soit seul. Je me suis assise à la table de ma cuisine jusqu'au coucher du soleil, fixant la signature de Damien au bas de la plainte. Mon propre frère, le garçon dont j'ai changé les couches quand maman travaillait tard au restaurant. L'adolescent que j'ai couvert après qu'il se soit saoulé et ait enroulé le camion de papa autour d'une boîte aux lettres en 1983. L'homme adulte à qui j'ai prêté près de 30 000 € au fil des ans sans jamais demander de remboursement. Maintenant, il voulait me détruire au tribunal. Le plus étrange n'était même pas le procès. C'était mon père qui le soutenait. Cela faisait plus mal. Papa avait 86 ans maintenant. De l'arthrite dans les 2 mains, des problèmes cardiaques, une aide auditive dans l'oreille gauche. Après le décès de maman, Damien s'est pratiquement installé à plein temps chez lui. Au début, j'ai cru que c'était de la gentillesse. Puis j'ai réalisé que c'était du contrôle. Papa a cessé de répondre à mes appels régulièrement. Quand je venais, Damien réussissait toujours à être là. Et chaque conversation devenait inconfortable. Tu es restée absente longtemps,
m'a dit papa une fois, en regardant la télévision au lieu de moi. J'étais là, tenant des sacs de courses dans les deux mains comme une invitée indésirable. J'étais au service de papa. C'est tout ce qu'il a dit. 40 ans réduits à La vérité est que mon père ne m'a jamais pardonné d'avoir rejoint la Marine nationale. Pas vraiment. Il venait d'une génération plus ancienne, celle de la guerre d'Indochine. Des hommes qui croyaient que les filles restaient près de chez elles. Ma mère me comprenait. Papa, jamais. Quand je me suis engagé en 1979, il a agi comme si j'avais abandonné la famille. Pendant ce temps, Damien est resté en Provence, près de chez lui, près de papa. Cela faisait de lui le bon fils. Peu importait le nombre d'entreprises qu'il avait créées et qui avaient échoué. Peu importait combien d'argent avait disparu au fil des ans. Peu importait le nombre de mensonges que maman avait discrètement couverts, il est resté. Et dans l'esprit de mon père, rester comptait plus que le sacrifice. Après le décès de mon mari, François, d'un cancer du pancréas il y a 6 ans, j'ai finalement pris ma retraite du service de renseignement naval et je suis rentré chez moi pour de bon. Non pas pour me battre, ni pour prouver quoi que ce soit. J'étais juste fatigué des chambres d'hôtel, des bâtiments gouvernementaux et des matins solitaires. Je pensais peut-être qu'à 63 ans, la famille comptait plus que les vieilles rancœurs. J'avais tort. Le premier signe est venu la dernière année de vie de maman. Elle a commencé à m'appeler tard le soir. Pas des appels émotionnels. Des appels prudents. Calme. C'est Damien qui gère les finances maintenant. Elle a murmuré une fois. Je me souviens d'être assise sur mon porche à écouter les grenouilles près de l'eau. D'accord. Il s'énerve quand je pose des questions. Quelque chose dans sa voix me dérangeait. La peur. Ma mère n'avait jamais peur. Une autre nuit, elle a appelé pour demander si les impôts fonciers pouvaient vraiment augmenter autant en un an. J'ai vérifié les registres du département le lendemain matin. Ils n'avaient pas augmenté. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention. Mais à ce moment-là, la santé de maman déclinait rapidement, et Damien contrôlait presque tout autour d'elle, y compris l'accès. Le dernier réveillon avant sa mort me hante encore. Maman avait l'air épuisée assise à table. Papa me parlait à peine. Damien a passé toute la soirée à parler de la difficulté de s'occuper d'elle, comme s'il faisait campagne pour la sainteté. Puis, maman a tendu la main sous la table et m'a serré la main. Petit geste, doigt faible, mais délibéré. Quand je l'ai regardée, elle m'a donné un regard que je ne peux toujours pas expliquer correctement. Presque comme des excuses, presque comme un avertissement. 3 mois plus tard, elle était partie et 2 semaines après les funérailles, Damien a intenté le procès. Je me souviens d'être resté seul après, fixant l'eau de la rade de Toulon à travers ma fenêtre, pensant à quelque chose que je n'aurais jamais pensé à propos de ma propre famille. Ce procès n'a jamais été une question d'argent. C'était une punition. Une punition pour être parti. Une punition pour avoir réussi là où il ne pouvait pas me suivre. Une punition pour être devenu quelqu'un que mon père n'a jamais compris. Et assise là, dans cette salle d'audience maintenant, regardant Damien sourire de l'autre côté de l'allée pendant que papa approuvait silencieusement, j'ai réalisé autre chose. Il croyait vraiment que je resterais là sans défense. Il n'avait aucune idée de qui j'étais autrefois. Le silence dans cette salle d'audience a duré peut-être 3 secondes, mais il a semblé beaucoup plus long. Leur avocat, maître Richard Dubois, a lentement baissé le dossier qu'il tenait dans ses mains et m'a regardé de l'autre côté de la pièce comme s'il essayait de reconnaître un visage dans un cauchemar. Le juge Leblanc l'a remarqué immédiatement. « Maître Dubois » a-t-il répété. Dubois s'est raclé la gorge. « Votre honneur, j'aimerais un bref instant avec mon client. » Damien a eu l'air irrité. Elle bluffe. Dubois ne l'a même pas regardé. C'était la première fissure. Petite mais visible. Le juge Leblanc m'a étudié attentivement par-dessus ses lunettes. Il avait probablement environ 70 ans lui-même. Cheveux argentés, cravate bleu marine, voix calme, le genre de juge à l'ancienne qui croyait que les bonnes manières comptaient toujours. 5 minutes, a-t-il dit finalement. Le marteau a tapé une fois. Tout le monde s'est levé. La pièce a explosé en chuchotis. Je suis restée assise. À mon âge, on apprend qu'il n'y a pas de raison de se précipiter, surtout pas vers le conflit.
Damien a suivi son avocat près du mur du fond, visiblement agacé. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Je l'ai entendu siffler. Dubois a parlé si doucement que je n'ai pas pu entendre les mots, mais j'ai vu la peur. Et la peur a son propre langage. Mon père est resté assis sur le banc en bois derrière la table de Damien. Ses épaules semblaient plus petites que dans mes souvenirs. La vieillesse l'avait finalement rattrapé ces 2 dernières années. Un instant, il m'a regardé, pas avec colère, ni avec chaleur, juste avec incertitude. Cela a peut-être fait plus mal que la haine, car l'incertitude signifiait qu'il ne savait plus qui j'étais. La vérité est que la plupart des gens n'ont jamais vraiment su ce que je faisais dans la marine. C'était intentionnel. Même François, mon mari, n'en connaissait que des bribes, non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que la compartimentation devient une seconde nature après suffisamment d'années passées autour de systèmes classifiés. On arrête de parler automatiquement. On apprend le silence comme les gens normaux apprennent à faire la conversation. Au début des années 1980, lorsque je suis entré pour la première fois dans le soutien logistique du renseignement naval, je m'occupais principalement des autorisations de transport, des communications sécurisées, de l'acheminement et de la documentation des entrepreneurs. Ennuyeux sur le papier. C'est ainsi que le travail gouvernemental apparaît généralement de l'extérieur. Mais avec le temps, je suis passé aux enquêtes de conformité en matière de sécurité impliquant des entrepreneurs de la défense et la coordination de l'approvisionnement outre-mer pendant les années de la guerre du Golfe. Rien de glamour, pas de bêtises hollywoodiennes. Surtout de longues nuits, du mauvais café, des rapports interminables et des gens qui mentaient sur l'argent. Les gens pensent que le travail de renseignement, ce sont des armes et des courses-poursuites en voiture. La plupart du temps, ce sont des papiers. Des papiers très dangereux. Une signature manquante peut compromettre une opération. Un entrepreneur malhonnête peut coûter des vies. J'ai appris très tôt que la corruption ne semble rarement dramatique au début. Généralement, cela commence par quelqu'un qui change discrètement des chiffres que personne ne s'attend à ce que d'autres vérifient. Cette leçon m'est restée longtemps après ma retraite, y compris lorsque j'ai commencé à remarquer d'étranges schémas financiers autour des comptes de ma mère. Maître Dubois s'approcha du banc après la fin de la suspension d'audience. Sa voix sonnait plus tendue maintenant. « Votre honneur, avant de poursuivre, je demanderai une clarification concernant les affiliations fédérales antérieures de la défendresse. » Damien gémit bruyamment. « Oh, allez !» Le juge Leblanc joignit les mains. « Mademoiselle le roi, j'ouvris lentement mon dossier en cuir et en sortis un paquet de documents scellés. Il y a 20 ans, ces paquets voyageaient dans des mallettes diplomatiques verrouillées. Maintenant, ils restaient la plupart du temps intacts dans mon classeur à côté de vieilles déclarations de revenus et de papiers d'assurance. C'est amusant de voir à quel point l'histoire classifiée devient ordinaire après la retraite. » Je remis le paquet au huissier. Le juge l'ouvrit soigneusement. Son expression changea presque immédiatement. Pas de choc. De la reconnaissance. Une reconnaissance professionnelle. Le genre que les anciens militaires se donnent parfois dans les aéroports sans dire un mot. Damien regarda autour de lui avec impatience. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Sérieusement ? » Personne ne lui répondit. Le juge Leblanc continua de lire silencieusement pendant près d'1 minute. La salle d'audience était devenue si silencieuse que j'entendais le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. Finalement, le juge leva les yeux. « Mademoiselle le roi, dit-il prudemment. Vous avez précédemment détenu une autorisation de sécurité fédérale liée aux opérations de conformité du renseignement naval. Oui, votre honneur. Jusqu'à votre retraite en 2018. Oui. Maître Dubois avait l'air physiquement mal à l'aise maintenant. Damien rit nerveusement. Alors quoi, elle a classé des papiers militaires pendant 30 ans. Le juge ne sourit pas et cela dérangea Damien. On le voyait car des hommes comme mon frère survivent en lisant les signaux sociaux. Dès que la pièce cesse de les valider, il panique. Papa s'agita mal à l'aise sur le banc. Ses yeux allaient de moi au juge. La confusion se répandait lentement sur son visage. J'ai failli avoir pitié de lui. Presque. La vérité est que mon père avait construit toute une version émotionnelle de moi pendant 40 ans. Une fille égoïste qui a quitté la maison pour poursuivre des ambitions de carrière. Une femme qui a choisi le travail gouvernemental plutôt que les dîners de famille. Une sœur qui disparaissait lors des anniversaires et des fêtes parce que le travail passait avant tout.
Il n'a jamais compris que manquer les vacances n'était pas de l'ambition, c'était du devoir. Parfois, nous étions activés sans préavis. Parfois, les restrictions de voyage empêchaient la communication. Parfois, les opérations à l'étranger devenaient instables du jour au lendemain. On apprend à ne pas expliquer. On part simplement et finalement les gens arrêtent de demander où l'on a été. François a compris mieux que quiconque. Il était de la gendarmerie maritime avant de devenir inspecteur portuaire civil. Homme silencieux, bon homme. Nous nous sommes rencontrés à Brest en 1987. Il m'a dit un jour, les gens ne comprennent le sacrifice que lorsqu'ils peuvent le voir. Cela m'est resté car le sacrifice invisible déroute les gens, surtout la famille. Dubois se racla enfin la gorge. Votre honneur, mon cabinet a eu une interaction indirecte antérieure avec une enquête liée au bureau de Mademoiselle Leroy lors d'un audit de contractant en 1994. Damien cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dubois hésita. Cela signifie que je reconnais ses accréditations. Pour la première fois de la matinée, Damien cessa d'avoir l'air confiant. Pas encore effrayé, mais mal à l'aise. Le juge Leblanc se pencha lentement en arrière. Intéressant. Je sentais tous les regards dans la salle d'audience maintenant. La curiosité remplaçant la moquerie, mais je ne me sentais pas triomphante. C'est la chose étrange que les gens ne comprennent pas à propos de la vengeance. La vraie vengeance est rarement excitante. La plupart du temps, elle est épuisante, surtout quand la famille est impliquée. Le juge rouvrit le dossier de succession. Maintenant, dit-il calmement, continuons concernant les allégations de manipulation financière contre Mademoiselle Leroy. Damien se redressa rapidement, désireux de reprendre le contrôle. Oui, votre honneur. Ma mère était confuse vers la fin. Ma sœur l'a isolée et l'a forcée à changer son testament. Je regardais directement mon frère. Quand exactement maman est-elle devenue confuse, Damien? Il fronça les sourcils. Quoi? Tu as dit qu'elle était mentalement altérée. Elle l'était. Je hochai lentement la tête. Alors pourquoi lui as-tu permis de signer 3 documents de refinancement distincts 6 mois plus tôt? La pièce redevint silencieuse. Le visage de Damien se crispa instantanément. Petite réaction. Mais suffisante. Dubois ferma brièvement les yeux comme un homme réalisant que le sol sous lui pourrait s'effondrer. Papa avait l'air confus. Refinancement? Murmura-t-il doucement. Damien se retourna trop vite. Papa, ne t'inquiète pas pour ça. Mais maintenant, le juge Leblanc était très attentif. Quel document de refinancement, demanda-t-il. J'ouvris un autre dossier. Et ce fut le moment où je réalisai quelque chose d'important. Damien est venu dans cette salle d'audience s'attendant à de l'humiliation. Il ne s'attendait jamais à de la résistance. Pire, il ne s'attendait jamais à de la documentation. Le juge Leblanc enleva lentement ses lunettes. Quel document de refinancement? Je glissai les papiers sur la table vers l'huissier. La salle d'audience avait complètement changé maintenant. Plus tôt, les gens me regardaient comme si j'étais une veuve solitaire sur le point de tout perdre. Maintenant, personne ne bougeait. Personne ne chuchotait. Même Damien le remarqua, et il détestait ça. Ces documents, dis-je calmement, montrent que 6 mois avant le décès de ma mère, mon frère l'a aidé à refinancer une partie de la propriété familiale. Papa fronça les sourcils depuis le banc de la galerie. Refinancer? Damien se tourna immédiatement. C'était temporaire, papa. Mais sa voix se fêla légèrement. Cette petite fêlure me dit tout. Le juge Leblanc examina attentivement les papiers. Monsieur Leroy, dit-il, ces formulaires portent la signature de votre mère. Oui, répondit rapidement Damien. Elle a accepté. Je joignis les mains. Alors elle était mentalement assez compétente pour signer des accords de prêt d'une valeur de plus de 200 000 €. La bouche de Damien s'ouvrit, se referma. Maître Dubois avait l'air physiquement malade maintenant. J'ai presque eu pitié de lui, presque. Parce que Maître Richard Dubois n'était pas le méchant ici. C'était un avocat qui est entré au tribunal en croyant qu'il représentait un conflit de succession amer entre frères et sœurs. Au lieu de cela, il a découvert qu'il pourrait être assis à côté d'une fraude financière. Il y a une différence. Une dangereuse? Papa se pencha lentement en avant.
Quel prêt? L'irritation de Damien éclata immédiatement. Papa, je t'ai déjà dit que c'était pour l'entreprise. Quelle entreprise? Demanda le juge Leblanc. Damien hésita. L'agrandissement de la marina. J'ai failli sourire. Il n'y a jamais eu d'agrandissement de marina. Juste un autre investissement raté que Damien a essayé de cacher à la famille. Au fil des ans, mon frère a alterné les idées d'entreprise comme certaines personnes alternent les régimes, la réparation de bateaux, l'aménagement paysager, les distributeurs automatiques, la vente de camping-cars d'occasion. Chaque entreprise s'est effondrée sous le poids des dettes. Et chaque effondrement est devenu la faute de quelqu'un d'autre. Mauvaise économie, mauvais partenaire, mauvais timing, jamais Damien, jamais ces jeux de hasard, jamais les prêts discrets, jamais l'argent manquant. Maman l'a couvert la majeure partie de sa vie parce qu'elle ne supportait pas le conflit. Papa l'a couvert parce qu'il croyait que les fils méritaient des deuxièmes chances plus longtemps que les filles. Mais l'âge change les choses, surtout le désespoir. Je regardais à nouveau le juge. Votre honneur, j'aimerais également verser au dossier les relevés de paiement des impôts fonciers de la propriété pour les 4 dernières années. Dubois se frotta fortement le front. Damien murmura. Oh mon Dieu! Le huissier remit les documents au juge Leblanc. Les sourcils du juge se levèrent légèrement. Ces paiements provenaient de votre compte personnel, mademoiselle Leroy. Oui. Papa me regarda. Tu as payé les impôts. Je hochai une fois la tête. Damien intervint immédiatement. Elle n'a fait ça que pour manipuler maman. Je me tournai lentement vers lui. Non, Damien. Je l'ai fait parce que le département préparait des avis de saisie. Cela frappa fort. Le visage de papa se vida. Quoi? Le vieil homme semblait vraiment secoué maintenant. Je détestais voir ça. Peu importe la colère que j'avais ressentie au fil des ans, il était toujours mon père. Et la vieillesse rend la trahison plus cruelle d'une certaine manière, surtout quand la confusion entre en jeu. Le ton du juge Leblanc s'aiguisa. Monsieur Leroy, votre père était-il au courant des problèmes de délinquance fiscale de la propriété? Damien évita tout contact visuel. Ce n'était pas grave, mais ça l'avait été. Très grave. Je me souvenais de la nuit exacte où je l'avais découvert. Maman m'avait appelé vers 23h30. Sa voix semblait faible. Nerveuse. Margot, murmura-t-elle. Pourrais-tu vérifier quelque chose pour moi? Je me suis immédiatement redressé dans mon lit. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai trouvé une lettre du département. Le lendemain matin, j'ai conduit 2 heures jusqu'à Aix-en-Provence et je suis allé directement au bureau des archives. C'est là que j'ai appris que des portions des impôts fonciers étaient restées impayées pendant près de 18 mois. Non pas parce que maman avait oublié, mais parce que quelqu'un avait détourné de l'argent. J'ai immédiatement su qui était ce quelqu'un, mais le prouver discrètement sans humilier papa est devenu le problème. Alors, j'ai payé le montant du mois-même. Près de 16 000 €. Je n'ai jamais rien dit à personne, pas même aux vieux amis de François du groupe de soutien de la gendarmerie maritime que je rencontrais occasionnellement pour un café. Vous savez, il y a quelque chose d'étrange à vieillir. On arrête de compter les points. Du moins, les gens en bonne santé le font. On aide parce que quelqu'un doit le faire. C'est tout. La porte de la salle d'audience s'ouvrit doucement alors qu'un greffier apportait des dossiers supplémentaires au banc du juge. Dehors, la pluie grise de novembre balayait le parking. Tout semblait soudain plus petit, plus vieux, plus triste. Le juge Leblanc examina les registres pendant plusieurs longs moments avant de regarder à nouveau Damien. Monsieur Leroy, dit-il prudemment. Votre mère a-t-elle personnellement autorisé ces transferts financiers? Oui. Possédez-vous des documents au-delà de vos propres déclarations soumises? Damien déglutit. Maître Dubois finit par prendre la parole. Votre honneur, mon client pourrait avoir besoin de temps pour organiser des documents supplémentaires. C'était le langage d'avocat pour nous avons un problème. Un sérieux. Papa regardait de l'un à l'autre comme un homme se réveillant d'une anesthésie. Lentement, douloureusement. Je ne comprends pas, murmura-t-il. Et là, je réalisais quelque chose de terrible. Papa ne savait vraiment pas. Pendant des mois, je m'étais convaincu qu'il avait sciemment aidé Damien à se retourner contre moi. Mais assise là,
regardant la confusion se répandre sur son visage. J'ai vu quelque chose de différent. La solitude. La vieillesse terrifie les gens d'une manière que les jeunes ne comprennent pas entièrement. Une fois que votre conjoint meurt, le monde devient instable. Vous commencez à dépendre de celui qui reste le plus proche. Damien l'a compris et il l'a utilisé. Il est devenu le chauffeur de papa, l'aide de papa, la compagnie quotidienne de papa. Non pas parce qu'il aimait la responsabilité, mais parce que la proximité crée de l'influence, surtout avec les parents âgés. Le juge me regarda à nouveau. Mademoiselle Leroy, possédez-vous d'autres preuves concernant des irrégularités financières? J'hésitai brièvement, puis ouvris le dernier dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. L'écriture de maman, faible mais reconnaissable. Dès que papa vit l'enveloppe, sa respiration changea. « Oh non » murmura-t-il. Le visage de Damien se durcit immédiatement. « Où as-tu eu ça ?» Maman me l'avait envoyé par la poste 3 semaines avant sa mort. Courrier recommandé, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase manuscrite sur la première page. « Si quelque chose arrive, lis ceci au tribunal. » J'avais porté cette lettre dans mon sac pendant des mois sans l'ouvrir à nouveau. En partie parce que je savais déjà ce qu'elle contenait. En partie parce que j'avais peur d'entendre la voix de maman une dernière fois, cela pourrait briser quelque chose en moi que je ne pourrais pas réparer. Le juge Leblanc accepta l'enveloppe avec précaution. Est-ce pertinent pour les allégations financières? Je regardai mon père, puis mon frère, puis finalement le juge. Oui, votre honneur. Damien se leva soudainement. Cette lettre ne devrait pas être admise. La pièce se figea. Les yeux du juge Leblanc se plissèrent légèrement. Et pourquoi cela, monsieur le roi? Pour la première fois de la journée. Damien avait l'air effrayé. Damien resta debout. Cette lettre ne devrait pas être admise. Personne dans la salle d'audience ne bougea. Le juge Leblanc joignit lentement les mains. Et pourquoi exactement cela, monsieur le roi? Damien ouvrit la bouche, puis hésita. Maître Dubois lui toucha discrètement la manche. Asseyez-vous, murmura l'avocat. Damien l'ignora. Cette lettre a été écrite alors que ma mère était confuse. Le juge me jeta un coup d'œil. Mademoiselle Leroy. Je répondis calmement. Ma mère l'a envoyée par recommandé 3 semaines avant sa mort. Le juge examina attentivement l'enveloppe. Le cachet de certification était toujours visible près du coin. Daté. Vérifié. Réel. Dubois finit par parler d'une voix fatiguée. Votre honneur, peut-être devrions-nous examiner le contenu en privé avant de lire quoi que ce soit dans le dossier public. Cela seul me dit tout. Maître Richard Dubois ne faisait plus confiance à son propre client. Le juge Leblanc hocha la tête. Je suis d'accord. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution. Le papier à l'intérieur semblait fragile avec l'âge et la manipulation. Je reconnus immédiatement le papier à lettres de maman. Petite fleur bleue sur les bords. Elle utilisait ces lettres depuis des années. Notes de Noël, cartes d'anniversaire, recettes que personne dans la famille n'avait pris la peine d'apprendre correctement. C'est amusant de voir ce qui survit aux gens. Le juge ajusta ses lunettes et commença à lire silencieusement. Au début, son expression resta neutre. Puis lentement, elle changea. Pas dramatique, pas théâtrale, juste lourde, comme un homme portant un poids inattendu. Papa le remarqua aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Demanda-t-il doucement. Le juge Leblanc leva les yeux. Monsieur le roi, je crois que cette lettre concerne toutes les parties impliquées. J'ai l'intention de l'admettre au dossier. Le visage de Damien se crispa. Vous ne pouvez pas sérieusement. Je le peux. Le juge l'interrompit calmement. Cela le fit taire. L'air de la salle d'audience était différent maintenant. Plus tôt, il y avait eu de la tension. Maintenant, il y avait de l'effroi. Le juge Leblanc commença à lire à haute voix. À quiconque lit ceci. Si Marguerite apporte cette lettre au tribunal un jour, cela signifie que les choses sont devenues pires que je ne le craignais. Papa baissa lentement la tête. Je sentis ma poitrine se serrer en entendant à nouveau les mots de maman. Sa voix revint instantanément dans ma mémoire. Doux accent provençal,
rythme mesuré, douce même quand elle était en colère, continua le juge. Damien s'est occupé de plus en plus de nos finances depuis que ma santé a décliné. Je voulais croire qu'il aidait, mais avec le temps, j'ai eu peur de poser des questions. Damien fixa la table. Dubois ferma brièvement les yeux. J'ai découvert de l'argent manquant des comptes dont votre père ne savait rien. Quand j'ai confronté Damien, il est devenu en colère et a blâmé le stress des problèmes commerciaux. Papa regarda son fils. De quoi parle-t-elle? Damien ne répondit pas. Le juge continua de lire. J'aurais dû régler cela plus tôt, mais après 58 ans de mariage, je connais votre père. Il évite les conflits quand ils impliquent la famille, surtout Damien. Cela frappa fort parce que c'était vrai. Papa avait passé toute sa vie à faire semblant que les problèmes disparaissaient si on les ignorait assez longtemps. Parfois, cela marche avec les voisins, pas avec les enfants. La voix du juge Leblanc s'adoucit légèrement alors qu'il continuait. Marguerite peut sembler distante pour les gens qui ne comprennent pas sa vie, mais la distance n'est pas un abandon. Je déglutis prudemment. La pièce resta complètement immobile. Son travail exigeait le silence, plus de silence que la plupart des familles ne pouvaient tolérer. Mais elle a servi ce pays honorablement pendant des décennies sans rien attendre de nous. Les mains de papa commencèrent à trembler. Elle manquait les fêtes parce que le devoir l'appelait. Elle manquait les anniversaires parce que d'autres familles avaient aussi besoin que leurs fils et leurs filles soient protégés. Je baissai les yeux vers mon manteau plié posé à côté de moi. Soudain, je me suis souvenu d'une autre salle d'audience. Année différente, bâtiment différent. Une audience d'entrepreneurs militaires impliquant du matériel de navigation manquant pendant la montée en puissance de la guerre du Golfe. 3 jours et 3 nuits sans dormir. 2 marins presque tués parce que quelqu'un avait modifié les registres d'approvisionnement. Cette enquête a changé ma carrière de façon permanente. Mais pendant que j'étais assise dans des pièces sécurisées à l'autre bout du monde, ma famille à la maison pensait simplement que Marguerite avait encore manqué le réveillon. Sacrifice invisible. François avait raison. Les gens comprennent rarement ce qu'ils ne peuvent pas voir. Le juge continua de lire la lettre de maman. J'écris ceci parce que je crains que le ressentiment n'ait empoisonné ma famille. Votre père n'a jamais pardonné à Marguerite d'avoir quitté la maison. Damien a tranquillement appris à utiliser cette douleur. Papa a soudainement couvert sa bouche d'une main tremblante. Le vieil homme semblait détruit. Pas en colère, détruit. Et pour la première fois depuis la mort de maman, ma propre colère s'est un peu affaiblie parce que le chagrin change les personnes âgées différemment. Les jeunes brûlent d'une flamme ardente. Les personnes âgées s'effondrent vers l'intérieur. Le juge Leblanc marqua une pause avant de lire la section suivante. J'ai également besoin que la vérité soit clairement connue. Marguerite a secrètement payé les impôts en retard sur cette propriété après que Damien n'ait pas réussi à le faire. Un murmure se répandit dans la salle d'audience. Papa fixa directement Damien maintenant. Tu m'as dit que les impôts étaient réglés. Damien répliqua immédiatement. J'essayais de les arranger. Avec quel argent? Demandai-je doucement. Il me regarda fixement et soudain je le vis. Pas de l'arrogance, de la panique, une pure panique. Les gens comme Damien survivent grâce à l'élan. Tant que personne ne les arrête, ils continuent à inventer des histoires plus vite que les autres ne peuvent les remettre en question. Mais une fois que la vérité entre dans la pièce, tout s'effondre rapidement. Le juge Leblanc reprit la lecture. J'aime mes 2 enfants, mais l'amour sans honnêteté détruit lentement les familles. Damien a besoin d'aide, pas d'excuses. Cette phrase brisa quelque chose chez papa. Il se pencha soudainement en avant, les coudes sur les genoux, le visage enfoui dans ses mains. Je n'avais pas vu mon père pleurer depuis la mort de son propre père en 1972. Ni aux funérailles, ni après une opération du cœur, ni même après le décès de maman. Mais maintenant, des larmes silencieuses glissaient entre ses doigts dans cette salle d'audience. Personne ne détourna le regard. Même Damien semblait secoué de le voir. Le juge termina le dernier paragraphe doucement. Si cette famille a encore une chance après mon départ, cela n'arrivera que lorsque la vérité deviendra plus importante que la fierté. Le silence remplit à nouveau la pièce. Un silence pesant. Le genre que les personnes âgées comprennent bien. Le silence après les hôpitaux, après les funérailles, après que les mariages échouent tranquillement.
Le juge Leblanc plia soigneusement la lettre et enleva ses lunettes. Papa me regarda enfin. Ses yeux étaient rouges. Je ne savais pas, murmura-t-il. 3 mots simples, mais après 40 ans de distance, ils semblaient énormes. Damien se leva brusquement. Elle a manipulé maman pour qu'elle écrive ça, mais même lui semblait incertain maintenant. Dubois parla avant que quiconque d'autre ne puisse le faire. Damien, arrête de parler. Non, monsieur le roi. Plus de distance professionnelle. Juste une honnêteté épuisée. Damien regarda son propre avocat avec incrédulité. Quoi? Dubois se frotta lentement le visage. Puis il prononça la phrase qui changea tout. Tu ne m'as jamais parlé des impôts. Damien ne dit rien. Tu ne m'as jamais parlé de refinancer la propriété non plus. Toujours le silence. Et tu n'as certainement jamais mentionné une déclaration manuscrite de ta mère avertissant d'une mauvaise conduite financière. Papa regarda Damien comme s'il ne le reconnaissait plus. Le corps entier du vieil homme semblait plus petit, fragile d'une certaine manière. Le juge Leblanc se pencha en avant avec précaution. Monsieur le roi, je vous conseille vivement une honnêteté totale à partir de maintenant. Damien me regarda finalement. Pas suffisant, pas supérieur, juste acculé. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, mon frère eut l'air d'avoir peur de moi. Damien avait l'air piégé. C'était le seul mot pour le décrire. Plus en colère. Plus confiant. Piégé. La salle d'audience qui lui avait semblé si confortablement sous son contrôle était devenue quelque chose de dangereux. Tous les regards le fixaient maintenant de la même manière que les gens regardent un pont après avoir entendu la première fissure. Attentivement, prudemment. Le juge Leblanc joignit les mains. Monsieur le roi, dit-il calmement. Ce tribunal est maintenant préoccupé par d'éventuelles fausses déclarations financières concernant les actifs de la succession et les passifs immobiliers. Damien se frotta les 2 mains sur le visage. Vous exagérez. Dubois rit sèchement à voix basse. Cela me surprit même moi, car des avocats comme maître Richard Dubois protégeaient généralement les apparences jusqu'à la fin. Mais plus maintenant. Pas une fois qu'il avait réalisé qu'il avait été entraîné dans quelque chose de désagréable. Damien, dit Dubois doucement, arrêtez de traiter cela comme une dispute lors d'un barbecue familial. Mon frère le fixa. Vous êtes censé être de mon côté. Je suis votre avocat. Dubois répondit, pas votre complice. Cela frappa fort. Papa avait l'air physiquement malade. Les mains du vieil homme tremblaient contre le banc en bois à côté de lui. Soudain, il avait l'air de tous ses 86 ans. C'est ce que je détestais le plus. Pas le procès, pas l'humiliation, mais de voir l'âge se heurter à la trahison. Il y a quelque chose de profondément cruel à ce que des personnes âgées découvrent que les personnes en qui elles avaient le plus confiance leur ont menti, surtout quand le chagrin les a déjà affaiblis. Le juge Leblanc se tourna à nouveau vers Damien. Je vais poser la question directement. Avez-vous utilisé des portions de la propriété familiale comme garantie pour des dettes commerciales personnelles sans en informer pleinement votre père? La mâchoire de Damien se serra. C'était temporaire. Ce n'est pas la question. Silence. Enfin. Oui. Papa inspira brusquement comme si quelqu'un l'avait frappé. Le juge continua. Votre mère a-t-elle exprimé des préoccupations concernant des fonds manquants avant son décès? Damien regarda brièvement le plafond, puis hocha une fois la tête, oui. Papa murmura, oh mon Dieu. Je fermai les yeux un instant. Non pas par satisfaction, mais par épuisement. Parce que la vérité est que je n'ai jamais voulu ce moment. Les gens imaginent que la vengeance est triomphante. La plupart du temps, elle est juste triste, surtout au sein des familles. La voix du juge Leblanc resta calme. Et avez-vous sciemment permis à ce tribunal de procéder sous des allégations selon lesquelles votre sœur a manipulé financièrement votre mère? Damien répliqua immédiatement. Elle l'a manipulé. Comment? Elle a monté maman contre moi. C'était ça. Pas l'argent, pas l'héritage. La vraie blessure. Le juge Leblanc se pencha légèrement en arrière. Comment exactement? Damien me regarda pour la première fois depuis plusieurs minutes et soudain des années d'amertume s'échappèrent de lui. Elle a toujours agi comme si elle était meilleure que tout le monde. Je ne dis rien. Elle quitte la ville,
rejoint l'armée, disparaît pendant des décennies, et soudain tout le monde la traite comme une héroïne. Papa eut l'air abasourdi de l'entendre dire ça à voix haute, mais je n'étais pas surprise. J'en avais entendu des versions toute ma vie. Damien se leva lentement. Sa voix se brisa maintenant avec quelque chose de plus profond que la colère. Tu sais ce que c'était de grandir ici après son départ. Personne ne répondit. Elle recevait des lettres d'officiers et de commandants et de gens du gouvernement. Maman encadrait ses photos de la marine dans le couloir comme si c'était une célébrité. Sa respiration devint irrégulière. Et moi? Il rit amèrement. J'étais juste le fils qui était resté à la maison. Dubois observa silencieusement. Même le juge le laissa continuer parce que parfois les tribunaux deviennent accidentellement des confessionnaux. Damien me montra du doigt. Elle rentre après des années d'absence et tout le monde oublie soudain qui s'est réellement occupé de maman et papa. Tu leur as volé, dis-je doucement. Cela le glaça. Son visage se tordit instantanément. J'ai emprunté de l'argent. Tu as refinancé leur propriété derrière le dos de papa. J'essayais de sauver l'entreprise. Quelle entreprise? Demandai-je calmement. La marina qui n'a jamais existé. La pièce redevint silencieuse. Papa regarda Damien avec une confusion sincère maintenant. Il n'y avait pas de marina. Damien évita son regard. Cela fit plus de mal au vieil homme que tout le reste. On pouvait le voir. Non pas à cause de l'argent, parce que les parents peuvent survivre à la déception plus facilement qu'à l'humiliation. Et soudain, papa réalisa qu'il avait défendu des mensonges publiquement. Le juge Leblanc examina plusieurs papiers avant de reprendre la parole. Monsieur le roi, sur la base des preuves actuelles, ce tribunal ne trouve aucun fondement à vos allégations contre votre sœur. Cependant, des préoccupations substantielles existent maintenant concernant votre propre conduite. Damien s'assit lourdement sur sa chaise, vaincu. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il semblait petit, pas méchant, pas monstrueux, juste brisé d'une manière humaine ordinaire. C'est ce que les gens finissent par apprendre sur les conflits familiaux. La plupart des méchants sont simplement des personnes blessées qui ont choisi l'amertume trop longtemps. Le juge Leblanc continua. Je renvoie des parties de ces conclusions financières pour un examen civil supplémentaire. Papa baissa à nouveau la tête. Damien avait l'air terrifié maintenant. Attendez. Mais le juge leva une main. Cependant, tout le monde leva les yeux. Je reconnais également que cette affaire implique un chagrin familial important, des préoccupations de dépendance des personnes âgées et un conflit émotionnel de longue date. Le juge me regarda. Mademoiselle le roi, souhaitez-vous poursuivre les sanctions civiles maximales disponibles en vertu des preuves actuelles? La salle d'audience devint parfaitement silencieuse. Dubois eut l'air surpris. Damien eut l'air terrifié. Papa eut honte. Et moi? Je regardais mon frère. Vraiment? Je le regardais. Au-delà de l'arrogance. Au-delà des mensonges. Au-delà du ressentiment. Je vis le petit garçon qui m'attendait sur le perron après l'école parce que des brutes le taquinaient en CM2. Je vis l'adolescent qui pleurait en privé après la mort de notre chien. Je vis l'homme qui ne s'est jamais vraiment senti à l'aise dans sa propre peau après avoir passé toute sa vie à se comparer à quelqu'un d'autre. L'amertume l'avait rongé lentement, mais en dessous, il faisait toujours partie de la famille. Je pris une lente inspiration. Puis je répondis, non, votre honneur. Damien cligna des yeux. Dubois me fixa. Même le juge Leblanc eut l'air surpris. Je joignis les mains discrètement. Ma mère voulait que la vérité soit connue, dis-je, pas la destruction. Papa se remit à pleurer ouvertement cette fois. Aucune tentative de le cacher. Le son me brisa presque le cœur. Damien me regarda avec une confusion totale. Pourquoi ferais-tu ça? Murmura-t-il. Parce que malgré tout, j'étais fatigué. Fatigué des funérailles. Fatigué du ressentiment. Fatigué des vieilles blessures qui survivaient plus longtemps que l'amour. Je le regardais fixement. Parce que quelqu'un dans cette famille doit arrêter l'hémorragie. Personne ne parla après cela. Pas avant longtemps. Puis finalement, Damien baissa les yeux et pour la première fois depuis l'enfance, mon frère ne put me regarder en face. 3 semaines après l'audience,
la rade de Toulon a enfin commencé à ressembler à l'hiver. L'eau devant ma maison est devenue grise et agitée. Le vent poussait des feuilles mortes sur le porche chaque matin, et l'air sentait le sel froid et la fumée de bois qui s'échappait des maisons voisines. La vie est redevenue calme. Le procès s'est terminé plus vite que la plupart des gens ne s'y attendaient. Damien a retiré les réclamations restantes après que son avocat ait négocié des divulgations financières révisées avec le département. Les conclusions du juge Leblanc sont restées au dossier, mais comme j'ai refusé des sanctions plus sévères, l'affaire a évité de se transformer en poursuite pénale. Cette décision a dérouté beaucoup de gens, y compris Damien, y compris moi-même parfois. Mais à mon âge, la paix commence à importer plus que la victoire, surtout après les funérailles, surtout après avoir perdu presque tous ceux qui vous ont connu jeune. Je passais la plupart des matins assise près de la baie avec du café et de vieux albums photos que je n'avais pas ouverts depuis des années. Des photos de Brest, des photos de déploiement dans le Golfe, des photos de François debout à côté de navires de la gendarmerie maritime avec ce sourire tordu qui me manquait encore chaque jour. Un matin, j'ai trouvé une vieille photo de moi en uniforme de 1993. Posture droite, cheveux noirs, yeux qui croyaient encore que le travail acharné pouvait tout réparer. Je l'ai fixé longtemps, puis j'ai ri doucement pour moi-même. Cette femme n'avait aucune idée à quel point le service pouvait devenir solitaire plus tard dans la vie. Les gens remercient les vétérans dans les aéroports maintenant. C'est gentil. Mais ils comprennent rarement la partie invisible après. Les anniversaires manqués, la distance émotionnelle, les mariages qui survivent par le sacrifice. Les familles qui s'éloignent tranquillement pendant que le devoir vous tire ailleurs. Le service laisse des marques que personne ne voit. Et le silence laisse des marques aussi. Vers midi ce même jour, quelqu'un frappa à ma porte d'entrée. Je savais déjà qui c'était avant d'ouvrir. Papa. Il se tenait là, vêtu de sa vieille veste marron et tenant un sac de course sans aucune raison, sauf la nervosité. Les vieillards de sa génération avaient toujours besoin de quelque chose dans les mains pendant les moments émotionnels. Je pensais que tu avais peut-être besoin de soupe, murmura-t-il. Je me suis écarté discrètement. Entre, il bougeait plus lentement que je ne me souvenais. Le tribunal semblait l'avoir vieilli de 10 ans en un après-midi. Ou peut-être que la vérité enlève simplement les dernières illusions que les gens utilisent pour rester jeunes. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine donnant sur la baie. Pendant près de 2 minutes entières, aucun de nous ne parla. Finalement, papa regarda par la fenêtre. Ta mère aimait cette vue. Oui. Un autre silence. Puis j'ai été dur avec toi. Pas dramatique, pas théâtral, juste honnête. J'ai remué mon café lentement. Tu l'as été? Papa hocha faiblement la tête. Je pensais que si tu quittais la maison, tu finirais par nous oublier. Cela frappa plus fort que je ne m'y attendais parce que soudain, tant de vieilles disputes eurent enfin un sens. Pas de la colère, de la peur. Les parents de sa génération admettaient rarement la peur directement, surtout les pères. Au lieu de cela, elle se manifestait de travers. Critique, distance, fierté. Je n'ai jamais oublié, dis-je doucement. Papa se frotta les mains arthritiques. Je le sais maintenant. Le vieil homme regarda attentivement ma cuisine. Photos encadrées, plaques de la marine rangées discrètement près de la bibliothèque. La vieille casquette de la gendarmerie maritime de François accrochée près de la porte. Tu as vraiment fait tout ça, demanda-t-il doucement. J'ai failli sourire. Quoi ça? Toutes ces années à l'étranger, le travail de sécurité, les enquêtes. Un peu. Papa secoua lentement la tête. Tu n'en as jamais parlé. Je n'étais pas censé le faire. Un autre long silence s'installa entre nous, mais celui-ci semblait plus doux. Un silence de guérison, pas un silence hostile. Finalement, papa demanda quelque chose qu'il ne m'avait jamais demandé en 40 ans. Avais-tu peur? Je regardais ma tasse de café. Parfois, pas pendant les urgences, pas pendant les enquêtes. Curieusement, l'entraînement gère ces moments. La peur vient plus tard. Les hôtels seuls la nuit. Les appels téléphoniques que l'on ne peut pas rendre. Regarder de jeunes marins faire semblant de ne pas être terrifiés avant un déploiement. Et les funérailles. Tant de funérailles. Oui, répondis-je honnêtement. Parfois.
Papa hocha lentement la tête comme s'il rencontrait enfin sa fille pour la première fois. « Je suis désolé, murmura-t-il. Des mots simples, des mots tardifs, mais réels. À notre âge, le réel importe plus que le parfait. » Le coup à la porte vint inopinément environ 20 minutes plus tard. Papa eut l'air confus. Je n'ai amené personne. Je me levai et ouvris lentement la porte. Damien se tenait dehors, les mains maladroitement fourrées dans les poches de sa veste. Il avait l'air épuisé, plus vieux d'une certaine manière. Le tribunal lui avait aussi retiré quelque chose. Pendant un instant, personne ne parla. Puis il regarda papa. J'ai failli partir 3 fois. Papa eut un demi-rire fatigué. Probablement que j'aurais dû. Damien hocha légèrement la tête. Peut-être. Je me suis écarté. Entre. Nous nous sommes assis tous les 3 maladroitement autour de la table de la cuisine comme des étrangers piégés ensemble pendant une tempête de neige, ce qui décrivait honnêtement la plupart des familles après suffisamment d'années. Damien baissa les yeux vers ses mains. J'ai tout gâché. Personne ne l'interrompit. Cette dette commerciale est devenue pire que ce que j'avais dit à qui que ce soit. Il déglutit difficilement. Après que maman soit tombée malade. J'ai paniqué. Papa ferma les yeux douloureusement. Tu m'as menti. Je sais. Tu nous as volés. Damien hocha une fois la tête. Je sais. Puis finalement, il me regarda. Je te détestais d'être parti. L'honnêteté dans sa voix me surprit. Je sais, dis-je doucement. Tu as toujours semblé plus forte que moi. J'ai failli en rire. Parce que la force est l'un des plus grands malentendus dans les familles françaises. Les gens pensent que la force signifie la confiance en soi. Parfois, la force, c'est simplement endurer la solitude sans devenir cruel. Damien se frotta le visage. Quand les gens parlaient de toi, ça me faisait me sentir petit. Je l'étudiais attentivement. Pas le frère en colère du tribunal, pas le fils manipulateur, juste un homme vieillissant portant mal des décennies d'insécurité, et soudain je me sentis fatigué de le punir dans mon propre esprit. Papa se leva lentement de la table et erra vers le couloir. Mon vieux manteau de la marine était toujours accroché près de la porte du placard où je l'avais laissé plus tôt ce matin-là. La pièce redevint silencieuse alors qu'il le fixait. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Papa redressa soigneusement sa posture malgré l'arthrite, leva sa main tremblante et me fit le premier salut de ma vie. Je ne pouvais pas parler. Ni Damien. Les yeux du vieil homme se remplirent de larmes. J'aurais dû faire ça il y a des années, murmura-t-il. Personne ne bougea pendant plusieurs secondes. Puis finalement, je me levai et étreignis mon père. Et après un instant, mon frère aussi. Non pas parce que tout était réparé. Ça ne l'était pas. Certains dégâts ne disparaissent jamais complètement. Mais la guérison commence au moment où la fierté cesse de parler plus fort que l'amour. Et peut-être que c'est la vraie tragédie de vieillir. Pas les rides, pas la maladie, pas même la mort. C'est de réaliser combien d'années les gens gaspillent à se méprendre.